Je pense qu'après notre conversation avec Trump, nous devrions passer à un format de conversation avec les Russes. Et j'aimerais voir les États-Unis, l'Ukraine et les Russes à la table des négociations, parce qu'ils se battent contre nous. Et pour être honnête, une voix de l'Union européenne devrait également être présente. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que les Européens, les Ukrainiens et les Américains commettent une erreur ? On a vu tout à l'heure que la Russie a des difficultés, que son système énergétique est très attaqué, que ce serait surtout pas, du point de vue beaucoup d'Ukrainiens, le moment de laisser le répit. Et là, on a même le président Zelensky qui dit « Allez, on va discuter avec les Russes ». En quelque sorte, s'il y a un cessez-le-feu, il aura du répit. Surtout, ce qui est très nouveau dans ces propos de Volodymyr Zelensky, c'est qu'ils le disent aussi clairement, discuter avec les Russes. Alors bien sûr, il ne dit pas avec Vladimir Poutine. Il ne veut pas le dire. De toute façon, il a signé un décret, on s'en souvient, selon lequel il ne discuterait jamais avec Vladimir Poutine. Donc ça, c'est un problème aussi de la part des Russes. Les Russes souhaiteraient que ce décret soit changé, modifié. Mais ce propos de la part de Volodymyr Zelensky, il est nouveau. Le fait qu'ils veulent discuter avec les Russes, mais il le dit parce qu'il y a cette concurrence aussi entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui pourrait être celui qui, le premier, va avoir les faveurs de la rencontre avec Donald Trump. J'aimerais voir les États-Unis, l'Ukraine et les Russes à la table des négociations parce qu'ils se battent contre nous. Oui. Alors, il a deux priorités, Zelensky. Et elles sont liées à sa peur la plus intime, et elle est partagée par bon nombre de ses compatriotes. C'est que la négociation, ça se fasse entre Trump et Poutine. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est il faut que les Ukrainiens ils soient là. Vous n'avez pas discuté de l'Ukraine sans nous. Deuxième priorité, et c'est ça qui est aussi nouveau, qu'est-ce qu'il essaie de dire poliment, gentiment ? Ce serait bien que les Européens soient là. Parce que je peux vous dire que s'il va y avoir des perdants dans cette histoire, c'est nous. On va se retrouver avec une solution américano-russe sur le continent européen. Une solution qui ne sera pas bonne pour l'Ukraine, qui ne sera pas bonne pour l'Europe, qui sera peut-être bonne pour Washington, peut-être bonne pour Moscou. Est-ce que je peux poser la question qui me semble cruciale ? Si les Américains se conduisent mal, c'est une des options, oui. Cyril le rappelé, est-ce que les Européens sont prêts à faire les sacrifices pour prendre la relève, c'est-à-dire pour payer beaucoup plus pour soutenir l'Ukraine, pour payer beaucoup plus, pour organiser leur défense? Est-ce qu'ils sont militairement, financièrement prêts? Pour aider l'Ukraine, vous voulez dire, à la place des Américains? Pour prendre toute la relève. Financièrement peut-être, matériellement non. Militairement non? Non, militairement non. Politiquement. Ça représente là aussi le centre de gravité en termes d'aide militaire. Hein. Je parle après, les Européens financent aussi beaucoup de choses, mais après, pas tout simplement parce que on n'a pas les moyens d'un seul coup de remplacer, on n'a pas les cadences de production, on n'a pas on peut pas envoyer autant de matériel très clairement que les Américains. Pour faire très simple, alors on peut faire des choses, on peut faire un peu plus, on peut malgré tout, on peut y réfléchir, mais ça paraît quand même très compliqué. Est-ce que c'est pas la clé si on se met du point de vue de Trump? Trump calcule comme ça. Et il a raison. En réalité, un continent qui ne peut pas se défendre lui-même, c'est pas sérieux, quoi, au fond. Effectivement, il y a quelque chose là, il y a un vice de forme, pour ainsi dire, fondamental. Un continent qui ne peut pas se défendre lui-même, pour Donald Trump, c'est un continent qui est difficilement respectable, pardon de le dire, mais c'est exactement ce que pense Vladimir Poutine. Le manque de respect de Vladimir Poutine envers l'Europe, qui n'est pas récent, est encore davantage souligné par ce qui est en train de se passer maintenant. Et Zelensky, effectivement, d'une façon un peu héroïque et désespérée aussi, souligne ce besoin de la présence de l'Europe. Mais il le souligne tellement qu'on sent vraiment que c'est sans doute pas du tout ce que veut Donald Trump. Mais si les Européens faisaient le même effort militaire que font les États-Unis, en termes d'effort de pourcentage du PIB, en réalité, oui, on pourrait faire ce qu'on veut. En réalité, on n'aurait pas besoin des États-Unis pour aider l'Ukraine, on pourrait aider massivement l'Ukraine également, mais bon, c'est pas le cas. Et c'est pas faute de l'avoir... Et c'est pourtant Trump qui nous dit de le faire. L'avoir dit depuis longtemps, quoi. Oui, c'est vrai, mais les États-Unis, ils ont une industrie de défense considérable. Donc en fait, cet argent qu'ils dépensent, ils sortent pas de leur caisse, ils émettent de la monnaie puisqu'ils sont assis sur la photocopieuse. Donc avec ça, ils financent des programmes d'armement qui permettent d'assurer la prospérité de leur industrie de défense et accessoirement d'avoir les Européens à leurs mains, parce qu'évidemment, comme ils ont tous les équipements militaires, les Européens restent dans une espèce d'état d'infériorité, presque on est sous tutelle, quoi. Mais cette tutelle, on l'a acceptée. Jusqu'à présent, ça fonctionnait. Donc c'est pas été complètement négatif, y compris pour nous. Quand aujourd'hui
Si aujourd'hui, on dit il faut qu'on prenne la place des Américains. Bon, d'abord, on peut pas fournir les armes qu'ils fournissent, comme dit Michel Goya. On est au taquet là en termes de capacité de production. Et puis, ça va coûter cher. Est-ce que les opinions publiques européennes sont prêtes à accepter ça? C'est pas évident. Regardez ce qui se passe dans quelques jours. Enfin, à la fin du mois, il y a une élection législative en Allemagne. L'un des principaux, c'est pas le seul, mais l'un des thèmes de campagne de l'AfD, l'extrême droite allemande, qui, selon les sondages, pourrait être la deuxième force du pays, c'est de dire on arrête d'aider les Ukrainiens parce que l'argent, il faut le garder pour les Allemands. Et il y a d'autres pays qui pourraient avoir le même raisonnement. Cyril Amourski. Dire tout simplement qu'il y a pas mal de choses qui ont été mentionnées et qui sont justes en partie, c'est-à-dire que ce qu'a dit Gallagher, c'est essentiel. Les Ukrainiens veulent être les premiers à rencontrer Donald Trump et à discuter avec Donald Trump. Ils veulent lui faire comprendre quelles sont les attentes de l'Ukraine avant que Vladimir Poutine puisse discuter avec Donald Trump. C'est quelque chose que vraiment tous les experts politiques et militaires annoncent en Ukraine. Deuxième chose, par rapport au décret de Zelensky sur l'interdiction de discuter avec Vladimir Poutine, il a précisé il y a une semaine qu'il y a une provision qui lui permettrait à lui seul de pouvoir négocier. Alors, c'est vrai que c'est assez drôle de voir ça, parce qu'auparavant, le discours a beaucoup changé, enfin, était complètement différent. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, le discours ukrainien, il change quand même beaucoup, il faut l'admettre. C'est-à-dire que là, Zelensky, il essaie de trouver un équilibre entre ce qui serait acceptable d'un point de vue ukrainien en termes de discours, mais petit à petit, on voit que la fenêtre d'Overton aussi, dans un certain sens, en termes d'acceptabilité, elle change. Auparavant, on ne pouvait pas négocier avec les Russes. Aujourd'hui, on veut se mettre à la table des négociations avec les Russes. Expliquez bien, pardon, Cyril Amourski. Cyril, pardon, est-ce que j'ai bien compris que le président Zelensky pourrait discuter pour finir avec Poutine personnellement, c'est ça ? Il peut le faire, c'est ce qu'il a affirmé le 25 janvier lors d'une interview. Mais comment ça se fait ? Parce qu'effectivement, on était resté sur cette notion d'impossibilité, même par décret. Oui. Mais il avait annoncé que c'est en réalité une décision qu'il avait prise en 2022 pour interdire à n'importe quel autre représentant de l'État ukrainien, ou pas forcément de l'État ukrainien, mais de l'Ukraine. Donc par exemple un député ou un leader, par exemple séparatiste ou pro-russe, collaborationniste, de mener des négociations au nom de l'Ukraine. En tout cas, c'est la justification qu'il a trouvée auprès des médias. Mais il a expliqué que lui, concrètement, il avait toujours cette possibilité de le faire parce qu'il y a une provision qui explique que précisément seul le chef de l'État peut le faire. Est-ce que c'est pas faire un cadeau terrible à Poutine ? Poutine, paria, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, s'il a sa poignée de main avec Trump et qui discute, même si c'est entouré d'autres, avec Zelensky, évidemment, c'est un retour de Poutine sur la scène internationale qui est pour lui une victoire énorme. Oui, ça s'appelle le principe de réalité. Avant la fin du mois, on sera à la 3e année de guerre. Et certes, il y a des pertes très importantes du côté russe, mais Poutine, pour autant, n'a pas levé le pied et il tient. Et les Ukrainiens, malgré même leur offensive dans la région de Koursk en Russie, n'ont pas réussi à bouleverser le cours de la guerre. Donc c'est sans doute ça qui explique l'apparente changement de position de Zelensky. Non mais pour le moment, enfin moi je suis je suis étonné. Si Volodymyr Zelensky accepte de parler avec Vladimir Poutine en direct, ça me semble très étonnant. Est-ce que c'est une erreur ? Ça sera déjà par le truchement de Donald Trump, c'est certain. Ouais. Et de toute façon, pour le moment, la question n'est pas là. La question est qui va le premier parler des négociations sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine avec Donald Trump ? Est-ce que c'est Vladimir Poutine ou est-ce que c'est Volodymyr Zelensky ? C'est ça pour le moment la question. Ensuite, sans doute, Donald Trump va être face au problème compliqué qui sera de faire se rencontrer éventuellement les deux présidents. Oui, moi j'ai pas de boule de cristal. Mais vous, est-ce que vous seriez choqué ? Bien sûr que vous seriez choqué que votre président parle avec Poutine ? C'est pas mon président. Hein. Moi, je suis française, mais en tant que franco-ukrainienne, parce que évidemment, moi, je suis issu de l'immigration politique. On a subi l'Union soviétique. On n'a pas eu le droit d'avoir un pays, etc. Enfin bon, pour les Ukrainiens en Ukraine. Ils sont fatigués, ça fait 3 ans de guerre, comme vous avez dit. Je comprends, hein, moi je peux pas prendre la décision pour eux, ça sera vraiment à eux de prendre la décision. Mais encore une fois, là je pense que l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine. C'est ça qui m'inquiète le plus là. C'est que on est en train de palabrer et de pas prendre conscience que tous, là, si jamais l'Ukraine tombe, qu'est-ce que nous, on devient derrière ? C'est dramatique, mais on en est là. On en est là. La question n'a pas besoin d'être posée, parce que je vous le garantis, Vladimir Poutine n'acceptera jamais
de négocier, de discuter, de dialoguer avec Zelensky. Ce serait une telle humiliation. Pour lui, Zelensky n'est pas président, il est illégitime. Et il est dans une opération dont il faut rappeler qu'elle est aussi étacidaire, quoi. C'est-à-dire on dégomme l'État ukrainien pour mettre un régime fantoche à sa place. Et il y a l'histoire de la loi martiale qui empêche la tenue d'élections présidentielles. Donc Poutine n'a aucunement envie de parler avec Zelensky. Zelensky, c'est rien pour lui. Non, c'est avec Trump. Écoutons d'abord peut-être les propres mots de Trump, d'abord quand il parle de ce qu'il estime être le contrôle américain sur la bande de Gaza. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits et créer un développement économique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Alors précisons d'emblée que déjà la Maison-Blanche a essayé de recadrer. Elle dit les Américains n'enverront pas de soldats et surtout ils n'enverront pas d'argent. Donc en réalité, le propos est déjà en quelque sorte délimité, mais enfin quand même, quand on entend ça. Alors d'abord, c'est une leçon comment travaille Donald Trump. C'est-à-dire Donald Trump lance comme ça des ballons d'essai qui ont sans doute surpris autant son entourage d'ailleurs que le reste du monde. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre une déclaration de Donald Trump, parce que Donald Trump fait des déclarations tonitruantes quasiment tous les jours, et ensuite de demander aux fonctionnaires mais qu'est-ce que ça veut dire, et ils étaient tout à fait incapable de me l'expliquer. Regardez l'image peut-être. Je suis sûr qu'il n'a pas coordonné. Et d'ailleurs, Netanyahou, visiblement, ne savait pas comment il fallait le prendre. Hein. Regardez l'image de Suzy Wiles. C'est un des personnages qui compte le plus, sans doute, autour de lui. Elle a été sa chef de campagne. Oui. Et maintenant, elle a un rôle très important autour de lui. Et voilà. Et beaucoup ont vu dans ce regard ce moment d'étonnement où, un peu plus tard dans la discussion, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Oui, c'est la secrétaire générale de la Maison-Blanche. Donc, c'est vraiment quasiment le premier ministre du système, hein, d'un système présidentiel. Donc, oui, Trump vraiment décide sans préparation aucune, et donc je suis sans concertation, sans préparation, et après, il faut essayer de mettre un peu en musique. Et donc, comme vous le disiez déjà sur la Maison-Blanche, ensuite, eh bien, ils sont obligés un peu de tordre les propos du président dans ce qu'ils ont d'excessif. On est toujours surpris, on l'a vu dans l'affaire du Groenland, tout de même de la double détente, où d'abord ça a l'air complètement fou, et ensuite on se rend compte qu'il y a quand même derrière un projet. Et ça vaut la peine d'écouter ce que dit Trump plus avant concernant ce qu'il estime être le sort des Palestiniens. Écoutez-le. J'espère que nous pourrons faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment bon, où ils ne voudront pas revenir. Pourquoi voudraient-ils revenir? Cet endroit était un véritable enfer. Nous pouvons obtenir une belle zone pour réinstaller les gens de façon permanente dans de belles maisons où ils peuvent être heureux et ne pas être abattus ou tués, ne pas être poignardés à mort comme ce qui se passe à Gaza. Expliquons bien ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a un peu de déclarations contradictoires. Si c'est un déplacement de population, c'est un crime de guerre. Donc, il faut le dire. Hein. Si c'est un crime de guerre, selon les conventions de Genève, et de surcroît, il faut encore poser la question, où irait-il? Puisque déjà, quasiment, les Égyptiens ont quasiment déployé l'armée, déjà pour s'y opposer, la Jordanie n'en veut pas. Moi, vous savez, j'ai une réaction un peu paradoxale, parce que bon, tout le monde condamne, et je condamne aussi en disant, évidemment, ce crime de guerre, etc., etc. Mais en même temps, l'avantage de Donald Trump, c'est qu'il n'est pas dans notre conformisme. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais au Quai d'Orsay, chaque fois que je demandais une note, je disais en souriant, je sais à peu près ce qui va être dans la note. Hein, un peu, c'était oui mais un peu, non mais pas trop. Enfin, c'était toujours un peu la même chose. Ben lui, il n'a aucune limite. D'abord parce qu'il ne connaît pas le dossier, et donc il arrive avec ses gros sabots, et voilà, et il nous sort des trucs qui en général suscitent l'indignation. Alors susciter l'indignation, c'est déjà occuper les nouvelles, hein, avoir les nouvelles, mais c'est aussi poser des questions, comme on dit en anglais, en dehors de la boîte. Et là, cette question-là à laquelle personne ne veut répondre, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la bande de Gaza? Avec un peu de provocation, est-ce que c'est mieux vraiment ces dirigeants européens qui disent dans un autre genre
n'importe quoi, mais en langue de bois, en répétant en boucle, il faudra 2 États, mais sans se donner aucun moyen de le faire réellement, sans aider réellement les Palestiniens autrement que par de l'argent. Ça, ils ont beaucoup donné d'argent, mais pour le reste, il se passe rien. Vous savez, c'est pas seulement les Européens, hein, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui, au fond d'elle-même, est convaincue qu'il n'y aura pas 2 États, qui, au fond d'elle-même, est convaincue que c'est un problème sans solution. Que les Palestiniens s'ajoutent à la liste derrière les Kurdes, derrière les Tibétains. Ça fait, c'est une, voilà, tout bad, hein, c'est dommage. Et là, j'insiste parce que, de nouveau, vous avez, je ne sais pas si les spectateurs peuvent imaginer ce que c'est que Gaza aujourd'hui. On voit les images ici en bas, évidemment. C'est totalement rasé. Vous avez 2 millions d'habitants là-dedans qui errent. Il n'y a plus d'alimentation, c'est très au goutte à goutte. Les hôpitaux ont été détruits. Et au fond, Trump, alors moi je suis pas d'accord avec la réponse, mais au fond, Trump a l'avantage de poser la question que nos dirigeants n'osent pas poser. Écoutez plus avant ce qu'il dit, parce qu'alors, il y a la version crime de guerre, ce serait chasser volontairement les gens, c'est ce que disent les conventions de Genève, l'article 49, et puis il y a la version que Trump finasse en quelque sorte en disant oui, mais je veux pas chasser les Palestiniens, ils pourront rester, et puis ce sera un grand développement pour tout le monde. Écoutez-le. J'imagine le monde, les gens qui y vivent, les gens du monde entier. Je pense que vous en ferez un lieu international incroyable. Je pense que le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. Et je pense que le monde entier, les représentants du monde entier pourront y aller et y vivre. Les Palestiniens aussi. Les Palestiniens y vivront. Beaucoup de gens y vivront. Nous avons l'occasion de faire quelque chose qui pourrait être phénoménal. La Riviera du Moyen-Orient pourrait être magnifique, mais le plus important, c'est que les gens qui ont été absolument détruits, qui vivent là-bas aujourd'hui, puissent vivre en paix, dans une situation bien meilleure. Ils vivent en enfer et ils pourront désormais vivre en paix. Nous veillerons à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art. Ce sera merveilleux pour les gens. Le discours évolue déjà là. Oui, mais en plus, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas trop chercher de précision dans un discours qui, visiblement, il parle, si j'ose dire, au fil de la plume. Hein. Il dit ce qui lui vient au moment où ça lui vient. Ça ne s'inscrit pas du tout dans une pensée cohérente, dans un plan qui a déjà été mûrement élaboré. Est-ce qu'il y a cependant des visions ? Il y a eu les accords d'Abraham, d'ailleurs souvent, en réalité, par-dessus la tête des Palestiniens. On ne peut pas dire que les Palestiniens étaient très... Mais enfin, est-ce on peut imaginer qu'il ait quand même une forme de vision ? D'abord, vous avez entendu, il a eu des phrases qu'on ne retient pas parce que ça, c'est de Donald Trump, sur la paix, le fait que les gens doivent vivre en paix, que leur souffrance... C'est vrai que ce personnage, on ne lui donne pas quand même le bénéfice du fait que il veut la paix, il veut finir les guerres au Moyen-Orient comme ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un tweet de Donald Trump qui est très intéressant, qui dit certains affirment que Benjamin Netanyahou m'a convaincu de bombarder l'Iran. Il n'en est pas question. Vous voyez, j'en étais à peu près sûr que Netanyahou fasse la proposition, et deuxièmement que Trump ne veuille pas s'engager dans une guerre contre l'Iran. Donc oui, il a cette vision. Et en ce qui concerne les accords d'Abraham, honnêtement, c'était un beau coup, parce que c'est non seulement rapprocher Israël et les pays arabes, mais en plus ça permet aux États-Unis de se retirer, puisque c'est Israël qui assure la dissuasion face à l'ennemi de tous ces pays, c'est-à-dire l'Iran. Est-ce qu'il se peut qu'on sous-estime une fois de plus les Américains ? On a beaucoup vu d'Europe, c'est facile de dire ils sont primitifs. En réalité, je me rappelle très bien avant la chute du mur, moi j'étais à l'époque au collège, les Américains finançaient des radios assez proches de l'extrême droite, très anticommunistes, qui rêvaient de la chute du mur, qui agissaient pour libérer les pays baltes, alors que nous, on considérait que c'était des rêves. Et c'est eux qui avaient raison. En réalité, beaucoup de Polonais, beaucoup de Baltes, beaucoup d'Ukrainiens sont encore reconnaissants aux Américains en disant, au fond, c'est eux qui arrivent à penser un monde de demain, alors que les Européens, l'immobilisme leur convient. Alors, d'abord, naturellement, vous êtes de votre injustice habituelle vis-à-vis des Européens, parce que on a la politique de sa puissance.
Et d'une certaine manière, lorsqu'on représente, comme les États-Unis représentent 30% des dépenses militaires mondiales, on peut se permettre des choses que des puissances moyennes ou des petits pays ne peuvent pas vraiment se permettre. J'ajoute que l'Europe était un continent épuisé d'épreuves, de deux guerres mondiales. C'était la reconstruction, donc on peut comprendre que les Européens n'avaient pas envie d'y retourner. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison de considérer que en Europe de l'Est, la conviction reste que leur libération, parce qu'on oublie en Europe de l'Ouest qu'ils ont été libérés en 1990 d'une affreuse dictature et d'une occupation étrangère, eh bien ils considèrent que c'est grâce aux États-Unis qu'ils l'ont été. Et donc ils sont parfaitement, existentiellement attachés à cette garantie américaine. En cela, est-ce qu'il y a une continuité de Trump ? Les Américains, encore une fois, on peut trouver ça insupportable ou louable, mais guerre du Vietnam, guerre d'Irak, ils ont soutenu les dictatures d'Amérique du Sud contre les soviétiques, ils ont soutenu les islamistes contre l'Union soviétique, etc., quitte à retourner ensuite les alliances, mais ils vont très loin dans l'audace. C'est-à-dire qu'ils sont la première puissance au monde, et donc ils gèrent le monde pour le rester la première puissance au monde. Et donc il y a une géopolitique américaine qui remonte maintenant à la fin du 19e siècle, et notamment ils n'accepteront jamais qu'une puissance hostile domine un autre continent. Voilà, ça c'est leur pensée, et donc en particulier que ce soit le continent asiatique ou le continent européen.